Écoutez, la personne que je vais vous présenter, c'est une madame qui est traitée depuis environ une quarantaine d'années. Madame Côté habite de Bas-Saint-Laurent et elle se fait soigner au CHUL à Québec depuis environ 40 ans, comme je disais. Au fil du temps, elle a pu observer l'évolution des traitements, des techniques d'administration des produits sanguins. Dans son parcours, elle a eu des hauts et des bas et aujourd'hui, elle a accepté de nous parler de son histoire. Donc, je vous invite à l'inviter et à l'accueillir chaleureusement. Madame Côté. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Bon, OK. Bon, comme monsieur le disait tantôt, moi, je m'appelle Ghislaine Côté. Je suis l'aînée d'une famille. Nous étions 2 filles ainsi que 2 garçons d'adoption. Je voulais taquiner M. Dagneau avant de débuter mon témoignage, parce que lui, il dit qu'il est vieux, plus vieux que pas mal de monde, mais je le dépasse, parce que moi, ça fait 46 ans que je reçois les traitements. Fait que je suis plus vieille que vous, mon président. Ça voudrait-tu dire que les femmes sont plus fortes que les hommes? Ah, bravo! Je m'en voudrais de créer une polémique à l'hôtel. C'est bien parti. Bon, comme je disais tantôt, je suis née en 1956. Ma mère, je vais essayer de trouver la photo. Oh, je l'ai perdue. OK. Comme vous pouvez voir, ça ne me rajeunit pas. Les photos étaient en noir et blanc à ce temps-là. Il n'y en avait pas en couleur. Je suis photographiée avec ma mère parce que mon père, lui, il travaillait beaucoup. Il était à l'extérieur. Puis les photos, là, c'était pas comme aujourd'hui, là. Il n'y en avait pas souvent. Fait que c'est pour ça qu'il n'apparaît pas sur la photo. Ma mère, en 1956, elle m'a eu par césarienne. Puis autrefois, par césarienne, ça ne se voyait pas souvent non plus. Donc, c'était plutôt rare. L'assurance maladie n'existait pas. Donc, les soins de santé étaient très coûteux. Fait que moi, là, pour moi, de la façon que je l'ai vécu, je me voyais comme au banc des accusés, si on peut dire. Peut-être dur envers moi-même, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est qu'à partir de l'âge de 3 mois, la maladie a commencé à se manifester par des écoulements des yeux, les oreilles, la gorge. Mais c'était une maladie très peu apparente. En tout cas, ça ne se voyait pas beaucoup. Parce que quand ma mère elle m'amenait à voir le médecin, il disait « Elle n'est pas malade, elle n'a pas l'air malade. » Donc, à 3 mois, là, la première hospitalisation a eu lieu. Mais pour rentrer à l'hôpital, ça prenait un papier du médecin de famille. Mais elle n'avait pas de médecin de famille, donc elle est allée voir un autre médecin. Quand elle m'a amenée là, il m'a examinée. Il n'avait pas l'air à trouver que j'avais grand-chose. Elle a dit, je veux un papier pour la rentrer à l'hôpital. Fait qu'il a fini par y en donner un. Il a écrit une lettre, puis il a cacheté la lettre. Puis là, elle a pris un taxi parce qu'on n'avait pas l'auto. Donc, arrivé à l'hôpital, puis autrefois, c'était les religieuses qui étaient là. C'était eux autres qui étaient à l'inscription, l'admission et tout, et tout. Ils n'étaient pas mauvaises, non, c'est pas ça qui est remis en question. C'est que quand elle avait, la religieuse, la personne qui était assignée là, a développé la lettre, c'était écrit dans la lettre, « Mère incapable de prendre soin de son enfant. »
Puis là, l'hôpital était en quarantaine. C'était très strict. Tu ne rentrais pas là comme d'un moulin avant. Donc là, ma mère s'est obstinée un peu avec la religieuse. Elle a dit, je m'en vais pas, je reste ici, elle n'est pas bien, elle est malade. Au même moment, il y a un monsieur qui sort de l'ascenseur et qui, lui, il venait d'avoir un petit bébé. Il a connaissance de tout ça. Il a dit, c'est bonne valeur, mère supérieure, mais elle va voir un médecin. Il s'est interposé entre les deux. Donc, il y a un médecin qui est apparu. Il m'a regardé, il lui a fait un examen sommaire. Il a dit à la personne assignée, il a dit, tu fais son entrée, je l'opère, réserve la salle d'opération. Fait que là, il m'a mis un drain parce qu'il y avait du pus qui sortait des oreilles, des yeux, et j'avais la gorge enflée et tout ça. Et je suis restée là à l'hôpital un mois. Donc, ça, c'était répétition. 3 jours malade, 3 jours bien. L'école primaire s'est faite comme ça tout le temps. 3 jours malade, 3 jours bien. Puis, c'est un médecin, le médecin en question, qui... Je l'appelais souvent... Non, je ne l'appelais pas, mais je trouvais qu'il y avait des ressemblances avec le docteur Marcus Wilby. En tout cas, ceux qui sont de mon âge vont s'en rappeler. Fait qu'on était attachés à lui, beaucoup. Mais un jour, ma mère a dit, garde, a dit à mon père, a dit, garde, comment qu'elle boite. Ah, elle boite, ah oui, elle a dit, je ne laisse pas faire ça, ça fait qu'elle m'a monté à l'hôpital. Et là, ils ont découvert que j'avais eu la tuberculose des os. Donc, ils m'ont installé un plâtre qui a duré 6 mois. Puis, le médecin du temps avait dit, il faudrait que vous la sortiez, vous la metteriez dehors. J'avais 6 ans. Que vous la metteriez dehors pour qu'elle prenne le soleil, qu'elle ait la vitamine D. Puis, une fois par semaine, je devais avoir une injection pour la tuberculose. Mais autrefois, comment je dirais bien ça, là? Ça coûtait cher. Donc, elle m'a emmenée chez le médecin, puis le médecin il a dit, je verrai une solution à ça. Il faudrait l'envoyer à Sainte-Justine, à Montréal. Là, ma mère, les larmes sont mises à lui couler. Il a dit, oublions ça, on va s'organiser autrement. Donc, il y avait un dispensaire dans chaque paroisse où il y avait une infirmière là. Il dit, on va s'organiser. Je vais essayer de... En tout cas, je ne sais pas comment c'est pris, mais ça a coûté un petit peu moins cher pour mes parents, ce bout-là. Mais je me sentais beaucoup coupable parce que je demandais beaucoup d'énergie à ma mère. Je le sentais, là. Tu sais, prendre un enfant de 6 ans, l'envoyer dehors, un enfant, on sait ce que c'est, hein? « Ah, oh, maman, je veux rentrer, j'ai chaud, j'ai trop chaud. » Avec un plâtre d'une jambe, c'était pas évident. Puis j'entendais souvent des commentaires. « Ah, pourquoi tu ne vas pas la placer à Sainte-Justine? C'est bien trop lourd, là, tout ça. » Mais c'est incroyable tout ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant. Fait que j'en parle aujourd'hui, je trouve ça un petit peu difficile, mais c'est bien que ça sorte. On ne peut pas toujours garder ça pour nous. Ensuite, au bout de 6 mois, quand on a enlevé mon plâtre, on m'a entré d'une petite salle. Et il y avait des scies radiales, des scies rondes. Là, j'entendais plein de bruit. On m'a enlevé le plâtre. Ils ont dit... Puis dans ce temps-là, la physio, il n'y en avait pas, là. C'était mes parents qui faisaient ma physio. Fait que... pendant 6 mois, il fallait qu'ils me fassent faire... ils m'installaient sur un petit banc, puis ils me faisaient faire des exercices. Mais ça a super bien été. C'est pour ça que, ici, on s'est... un peu...
Wow, j'ai effacé le... Bon, on voit la lettre, ici, attestant que j'étais guérie. Le médecin m'a envoyé une lettre à mes parents comme de quoi il ne restait plus rien de la maladie. Et à l'âge de 10 ans, le 16 mars 67, d'habitude, je ne remarque pas les dates. Je laisse ça pas mal en arrière. Par une belle journée ensoleillée et glacée, je débarque de l'autobus scolaire. Ma sœur était sur le perron, puis mon père il travaillait dans la cour. Notre chauffeur d'autobus, il y a eu comme un petit moment d'inattention, je ne sais pas trop. En tout cas, j'ai passé en dessous d'autobus scolaire. Bon, là, j'ai dit, aïe, aïe, qu'est-ce qui se passe là? Là, il faut que je sorte d'ici, moi. Je voyais tout le dessous de l'autobus, puis j'entendais les enfants qui criaient, Justine est en dessous, arrêtez. Mais ça a continué jusqu'à temps qu'il me ramasse le pied. Et puis, à un moment donné, ça a fini par lâcher. Puis, j'avais un petit chapeau en nylon. Ça a fait sur le bumper. Donc, ça m'a ramassé le pied. Je me suis réveillée à l'hôpital de Rimouski. Je n'aimais même pas aller à l'hôpital. J'haïssais ça. Mais là, pour ce coup-là, j'avais hâte d'arriver. Parce que ça brûlait énormément. Donc, quand je suis arrivée à l'hôpital, ils ont dit, il y a juste ces petits oiseaux qui passent en dessous des autos. On ne comprend pas ça, là, que tu sois sortie vivante de ça, je ne sais pas. En tout cas, j'avais quelqu'un qui me protégeait en haut, probablement. Donc, à ce moment-là, j'ai eu un choc émotionnel très fort. Et je protégeais mes parents là-dedans. Bien, j'ai protégé mes parents et moi aussi. Je ne disais pas à mes parents que j'avais peur. C'était comme la descente aux enfers, si on peut dire, parce qu'on n'avait pas de psychologue, ces choses-là. Il fallait s'organiser par nous autres mêmes. Ce que je me souviens le plus fort de tout, c'est quand j'étais pour aller me coucher puis dormir, je me tenais toujours la main comme ça, pour entendre mon cœur battre, parce que je ne voulais pas mourir, je voulais vivre. Ça a toujours été ça dans ma tête, que je voulais vivre, puis que j'allais tout faire pour y arriver. Puis ça, je ne l'ai jamais dit à mes parents, parce que je ne voulais pas lui donner trop. Je trouvais que je lui en donnais assez comme ça. Fait que, à un moment donné, la première fois que j'ai pris l'autobus, ça a été affreux. Mais j'ai réussi à combattre ma peur. C'est redevenu comme avant, au fur et à mesure. Moi, de 0 à 11 ans, c'était l'hôpital, chez nous, l'hôpital, chez nous. On allait chez l'infirmière, pénicilline. Ça se passait 2-3 jours, on en revenait. C'était toujours comme ça. Puis mes parents, ma mère, elle faisait extrêmement attention. Quand elle entendait parler qu'il y avait de la méningite à quelque part, on n'y allait pas. Quand elle entendait parler qu'il y avait de la rougeole, quelque chose de genre, on n'y allait pas non plus. Fait qu'à un moment donné, ils ont passé par plusieurs médecins. Il y a un médecin qui a dit, c'est ses dents qui y font ça. Fait qu'ils m'ont tout arraché les dents. Au bout du compte, ça n'a absolument rien donné. À un moment donné, il y a un autre médecin qui a dit, ah non, c'est ses amygdales. On va y enlever ses amygdales. Ça non plus, ça n'a absolument rien donné. Fait que mon père, il continue de payer et de payer. L'argent, là, c'était rare. Puis il y avait 3 métiers, mon père. Il travaillait dans le bois, il bûchait dans le bois l'hiver. Il y avait une ferme. Puis à la fin, il était gardien de territoire pour le gouvernement de Énergie et Ressources. Fait qu'il fallait qu'il travaille beaucoup pour arriver à tout payer ça.
C'est pour ça que je me sentais pas mal coupable, parce que je savais que c'était un homme extrêmement ambitieux. Puis il avait à cœur de se ramasser des choses. Ça, moi, ça me... C'est pas que ça me dérangeait, mais c'est que je me disais, c'est moi, je suis la cause de tout. C'est l'argent qui sort. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, là. Finalement, quand on m'hospitalisait dans ce temps-là, j'allais dans des... Ils m'installaient dans des salles à 6 ou 7 patients. Donc, j'étais déficiente, puis j'étais installée avec de plusieurs autres cas, là, je ne sais pas quoi, là, qui avaient des problèmes de santé, là, des jeunes. C'était comme ça autrefois, ça marchait comme ça. Donc, à l'âge de... Après mon accident d'autobus, là, que je vous parlais tantôt, il m'a sorti comme une espèce de zona sur la cuisse droite. Puis là, à l'hôpital, ils cherchaient qu'est-ce que c'était. Ils m'ont dit, ça se peut pas que ça soit un zona, elle est trop jeune pour ça. Et effectivement, ils ont fini par découvrir que c'était dû à un choc, qu'ils ont dit dans ce temps-là. Là. Donc, à partir de 10 ans, 11 ans, il y a une petite clinique médicale qui s'est ouverte. Pardon? 2 minutes? Une clinique médicale qui s'est ouverte à Trois-Pistoles. Le médecin il m'a dit votre fille va pas bien. Je sais c'est quoi qu'elle a. Mon père il a dit ils m'ont tous dit ça, puis ils n'ont jamais rien trouvé. Fait qu'ils ont fini par trouver à l'hôpital de Rimouski par un médecin pédiatre qui a dit il a vu passer tous les dossiers. Il y avait 3 cartables. L'infirmière a dit, vous allez avoir de quoi lire, docteur. Ah oui. Il a pris tout le temps de lire ça pour finalement dire, oui, on sait ce qu'elle a. C'est la déficience immuno. Et ensuite, j'ai reçu le plasma congelé à partir de 76 à 84. À la place où j'allais, on me le donnait congelé, mais moi, je ne savais pas que ne fallait pas que ça soit donné comme ça. Quand tu es patient, tu ne sais pas, là. Donc, j'ai fait une allergie à ça. Et finalement, j'ai été à l'hôpital de Rivière-du-Loup pendant 10 ans. Et aujourd'hui, je me le fais donner sous-cutané avec mon époux, que je veux remercier d'ailleurs. Et je veux remercier toutes les infirmières, les médecins et ceux qui font la recherche pour nous, ce qu'ils ont fait pour nous à Miradat. C'est tout. Merci, Mme Côté, de votre témoignage. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions pour Mme Côté? Oh, ça c'est pour moi. Vous avez beaucoup de tempérament. On ne peut pas dire le contraire. Quel est votre numéro de téléphone? Ça, c'est votre question. Merci encore une fois. Les prochains invités vont être les parents de Jayden. Je vous présente les parents de Jayden, Cathy Lucier Pontbriand et Marc-André Duquette-Fontaine. Ils sont venus de la grande région de Québec avec Jayden pour vous témoigner de leur récente expérience. Jayden a reçu un diagnostic de SCID au CHU de Sainte-Justine. Le SCID, c'est déficit immunitaire combiné sévère. Le SCID est la forme la plus grave de déficit immunitaire primaire. Communément, nous faisons référence à l'enfant bulle, car cela vient du fait que ces enfants doivent vivre dans un milieu stérile et isolé au maximum de l'environnement afin d'éviter des infections. Le SCID est le résultat d'un système immunitaire tellement affaibli que l'on le considère presque absent.
Heureusement, le 26 mars dernier, Jayden a été traité d'urgence à l'hôpital Ronald Reagan UCLA à Los Angeles et a pu bénéficier de la thérapie génique. Jayden aurait été le premier Canadien à recevoir cette thérapie. Accueillons les parents de Jayden. Bonjour tout le monde. Je ne suis pas habitué de parler devant autant de gens. Moi, quand j'étais devant des gens, j'étais DJ. Donc ici, j'ai 2 photos de mon petit garçon. Je vais les faire circuler. Je n'ai pas eu de clé USB à donner. Donc je vais les envoyer de ma droite jusqu'à la gauche. J'ai le avant et le après. Bon, fait que c'est pas bien compliqué. Notre histoire commence, ça a commencé le 23 octobre, à la naissance de mon petit garçon. Après 17 jours de vie, on est revenu à la maison. Puis ma femme, durant la nuit, elle s'est rendue compte que le petit était maussade, il faisait beaucoup de fièvre, il pleurait beaucoup. Fait que ma blonde m'a réveillé dans la nuit parce que je travaille de nuit. Et puis elle m'a dit bébé, je ne sais plus quoi faire, le petit il pleure, il pleure, il pleure. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on aille à l'hôpital. Fait qu'on a pris sa température, il était à 38,3. Donc ça n'a pas pris 2 secondes, on s'est tout de suite emmené à l'hôpital à Saint-Jérôme. Puis rendu à Saint-Jérôme, on est resté hospitalisé 2 jours. Puis on fait des tests, des prises de sang, des tests, puis j'en passe, pour nous dire que finalement, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il y avait. La seule chose qu'ils avaient remarqué, c'est que c'est lymphocytes qui augmentaient, ils diminuaient, ils augmentaient, ils diminuaient. Fait qu'ils ont décidé, ils ont pris la décision de nous envoyer à Sainte-Justine. Rendu à Sainte-Justine, on a eu une grosse semaine de tests, d'autres prises de sang, d'autres supposés verdicts que finalement, c'était pas ça. Pour arriver à la fin, se faire dire par Dr Haddad, votre garçon il a un problème immunitaire, c'est un SCID-ADA. Comme monsieur a dit au début, le SCID-ADA, c'est quoi? C'est que, dans le fond, à son âge, à 20 jours de vie, un enfant est supposé avoir environ 3000 lymphocytes. Mon garçon en avait 0. Fait que, là, j'en parle, j'ai l'émotion. Après ça, ben là, on a eu la fameuse accueil autour d'une table avec 50 docteurs. En se faisant dire, ayez pas peur, mais bon. Fait qu'on s'est fait dire qu'il y avait un SCID-ADA, puis qu'il devait rester hospitalisé durant son traitement et tout, parce qu'il fallait qu'il sache exactement c'était quelle sorte de maladie immunitaire, pour finalement apprendre que c'était la pire. Mon garçon, dans le fond, il y a 40 enfants dans le monde entier qui ont eu sa maladie. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est le premier Canadien à avoir une thérapie génique. Le 40e. Puis, c'est quoi j'oublie là? J'ai tellement de choses à dire. Je me cherche. Non, je ne peux pas prendre mon temps, j'ai 15 minutes. On va t'arranger ça, nous. Ils disent ça à chaque fois. Bon, fait qu'on va rentrer dans les traitements. Là, après ça, on s'est fait dire que notre garçon, il fallait qu'il soit dans une salle isolée, un enfant bulle, comme il vient juste de dire. Je vais vous avouer, ça a été vraiment très difficile. Ça a été les 7 pires mois de ma vie. Il fallait traiter sa pneumonie. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, quand il est rentré à Sainte-Justine, on a appris qu'il y avait 2 otites, plus une pneumonie. Donc, on craignait beaucoup pour sa vie. J'ai failli perdre mon petit garçon 3 fois. Il est allé 3 fois aux centres intensifs. Après ça, ils ont commencé des traitements de ribavirin. Le ribavirin, ça se prend par version respiratoire. C'est une genre de petite poudre. Ça, quand ils font ce traitement-là, ils sont obligés de mettre des draps partout dans la salle. Il faut tout qu'ils couvrent les choses parce que ça fait de la petite poussière. Puis c'est très, très, très cancérigène. Là, après ça, 2 mois après ça, ils sont arrivés avec, écoute, on a un nouveau remède qui est expérimental. Fait qu'ils nous ont expliqué c'était quoi, c'est le DAS 181. C'est encore vraiment à l'état expérimental. Je pense qu'il n'y en a pratiquement presque pas encore. C'est un petit peu la même chose que le ribavirin. C'est juste qu'à la place de durer, le ribavirin, c'était quoi? C'était 4 heures? Ça durait 15 minutes. Ils ont fait ça pendant 1 mois de temps. Finalement, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de changement, ça n'avait pas arrangé son cas, ça ne l'avait aucunement aidé. Fait qu'ils l'ont remis sur le ribavirin, mais à la place de le mettre sur le ribavirin par le voie respiratoire, ils ont mis par intraveineuse. Ça n'a pas vraiment fait quelque chose, mais ça l'a quand même aidé à stabiliser sa situation. Après ça, là, mon garçon, là, il est tombé en grosse chute. Là. Il est tombé ultra malade. Il s'est mis à faire beaucoup de fièvre. Il ne buvait plus. Il s'est ramassé avec un cathéter au cœur. Mais avant d'avoir son cathéter au cœur, il en avait mis un dans la tête. Finalement, ils se sont rendus compte que ce n'était pas une bonne idée. Fait qu'ils en ont mis un au cœur. Puis là, après ça, mon docteur Haddad, que je remercie beaucoup parce qu'il a fait vraiment beaucoup de recherches pour mon garçon, il nous est arrivé avec
l'hypothèse d'aller à Los Angeles. Parce que dans le monde, il y a deux hôpitaux dans le monde qui font les thérapies géniques, c'est Washington puis Los Angeles. Cependant, à Washington, ils ne prennent pas les enfants en bas de 2 ans. Donc, on a eu la description qu'on avait à avoir, les choses qu'on devait savoir. Fait que finalement, on a accepté. On est allé à Los Angeles pendant 2 semaines. Un merveilleux hôpital. Je dirais, pour moi, par ma part, le meilleur hôpital du monde, parce qu'aujourd'hui, mon petit gars est en vie, puis c'est beaucoup grâce à eux. Eux, dans le fond, ce qu'ils font à Los Angeles, la thérapie génique, la différence de la thérapie génique à la greffe de moelle osseuse, c'est que la greffe de moelle osseuse, c'est que souvent, les cellules vont venir d'un corps étranger. On ne sait pas de qui, on ne sait pas c'est qui le donneur. Des fois, ça peut être des cordons qu'ils ont mis en banque. Peux-tu parler avec moi? Puis la thérapie génique, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils extraient la moelle osseuse de mon garçon, ils la modifient génétiquement, ça prend 24 heures, puis après ça, ils lui réinjectent. Puis ça, ce que c'est censé faire, c'est que dans le fond, c'est que c'est moins agressif sur son système parce que c'est ses propres cellules à lui. Puis, dans le fond, le seul risque qu'on a eu peur un petit peu, c'est que mon garçon il a été obligé de faire de la chimiothérapie. Puis ça, la chimiothérapie, c'est dangereux parce que ça peut affecter les reins, ça peut affecter le développement du cerveau. Mais le docteur il nous a assuré que la petite dose qu'il donnait à mon garçon, c'était pas grave parce qu'ils ont fait déjà des tests sur d'autres enfants. Dans le fond, il y a eu 40 cas de SCID-ADA comme mon petit garçon. Puis, c'est quoi, j'oublie? C'est 40e à avoir eu la... C'est ça, ça a été le 40e à avoir la thérapie génique. Il y a eu 16 cas de SCID-ADA comme mon garçon, puis ça a été le premier Canadien à recevoir ce traitement-là, parce que ce n'est pas légal ici encore, c'est encore à l'état expérimental. Puis eux, dans le fond, c'est quoi la thérapie génique? C'est qu'eux, ils ont trouvé une cellule souche dans le VIH, qui est la cellule du sida. Puis avec cette cellule-là, ils trouvent qu'ils ont un meilleur résultat, parce qu'avant, ça venait d'une des cellules d'un rat. Puis ils ont eu trop de mauvais résultats avec ça, ils ont eu des décès. Puis là, depuis qu'ils sont rendus avec la cellule du VIH, il n'y a aucun décès encore. Le seul décès qu'il y a eu, c'est un enfant de 15 ans. Puis la raison pourquoi il est mort, c'est que d'après eux, ils pensent que la thérapie génique a été faite trop tard. Son système il était déjà comme trop avancé. Ça n'a comme absolument rien fait. Ça s'est attaqué à son système. Puis le petit gars, il est mort à 15 ans. Puis une autre chance qu'on a eue, c'est quand on est arrivé à l'hôpital, le docteur Haddad il nous a dit qu'on a été vraiment chanceux parce que mon petit gars, quand on est arrivé à Sainte-Justine, il y avait 20 jours de vie. Puis mon docteur m'a dit que le meilleur moment pour donner ce verdict-là, c'est les 20 premiers jours de vie. Fait que dans le fond, moi, ce que je me dis, c'est que j'aurais été à l'hôpital un petit peu plus tard, on l'aurait peut-être jamais su, puis mon petit gars, peut-être qu'aujourd'hui, il serait mort. Puis l'émotion qui est en train de me rentrer dedans. Ouais. Bon, oui, c'est ça. Dans le fond, même pas 2 jours, je te dirais 10 heures après cette thérapie génique qu'il y a eu, on commençait déjà à avoir beaucoup de changements. Le mucus commençait à sortir, il commençait à tousser creux, tout le mucus commençait à s'expulser. Puis au début, nous autres, on pensait comme, ouf, c'est quoi, il est en train d'empirer, c'est quoi, ça va pas bien. Puis finalement, le docteur nous a dit, non, il dit, c'est bon signe, il dit, il est en train de se drainer, là. Il dit, d'après moi, ça marche, tu sais. Puis là, aujourd'hui, on est rendu à 7e mois? Ouais. 7 mois de thérapie génique. Il y a la moitié de ces lymphocytes T qui sont apparus. Quand il en avait 0. Quand il en avait 0. Il est passé au travail 2 rhumes, sans aucun médicament, comme un grand champion. Puis, je pense que c'est à peu près ça. J'ai eu vraiment beaucoup de misère à passer au travail ces 7 mois-là, parce que, comme la madame avant moi, elle, malheureusement, n'a pas été chanceuse. L'assurance maladie n'existait pas dans ce temps-là. Moi, j'ai été chanceux grâce à ça. Si elle existait, ça nous a aidé beaucoup. Puis quand on est allé à Los Angeles, bien, un autre aide qu'on a eu, c'est de Los Angeles. Vu que c'est encore à l'état expérimental, eux nous ont pris en charge. Parce que quand j'ai tenu la facture dans mes mains, j'ai failli tomber en bas de ma chaise. Ça coûtait 12 500 $ par jour, l'hospitalisation de mon garçon. Ça a monté à 183 000 et quelques rendus là, on ne s'assinera pas pour les piastres. Fait que, puis l'assurance maladie m'a pris moi en charge parce que ma blonde ne parle pas l'anglais. Donc moi, dans le fond, j'ai été là-bas à titre de traducteur. Parce qu'un traducteur, ça coûtait trop cher. Puis, quand on est parti de là-bas, dans le fond, notre première inquiétude, ça a été « Wow, là, mon petit garçon va être en contact avec plein de gens dans l'avion, il y a des gens malades, surtout qu'en plus, en revenant dans l'avion, il y avait 2 personnes à ma gauche qui toussaient beaucoup, il y avait le nez rouge. » Fait que, comme il y a eu un petit stress, je vous dirais, là, mais ça a bien été. Après ça, on est revenu à Montréal. On a resté 1 mois et demi hospitalisé pour vérifier son état, si tout allait bien. Après 4 jours d'hospitalisation, ils ont arrêté son ribavirin.
Il n'y avait plus besoin de ribavirin parce qu'il respirait super bien, sa saturation était excellente. Il a recommencé à prendre du poids, on a réussi à finalement y enlever son tube de gavage. Puis aujourd'hui, ben, c'est mon petit bonhomme, il est rendu il va avoir 11 mois le 23. Puis il va bien, puis je pense que c'était pas mal ça, j'ai fait pas mal le tour. Ben, aujourd'hui, dans le fond, ici au Québec, tout ce que tu as, c'est la greffe de moelle osseuse. J'avais compris s'il y avait d'autres traitements ici. En tout cas, pour un monsieur qui n'est pas habile avec les gens, ça a super bien été. Ça a bien sorti. Très bon. Merci encore une fois. La prochaine personne qu'on accueille, c'est M. Jérémy Gabriel. Jérémy a 17 ans, il est patient au CHUL depuis plusieurs années. Il reçoit des transfusions IV aux 3 semaines. Il est atteint d'un déficit immunitaire primaire et du syndrome, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, Treacher-Collins. Vous le connaissez peut-être, car il a déjà témoigné de son expérience dans différents médias, au niveau télévision et autres. Et aujourd'hui, il a accepté l'invitation de venir nous parler de son expérience. Accueillons-le, Jérémy Gabriel. Bonjour, vous m'entendez? Ben, avant de commencer à parler, ben, j'aimerais beaucoup remercier et féliciter aussi les deux autres témoignages qu'on a eus avant. Je trouve que ça m'a donné un petit peu plus de carburant pour venir parler ici de mon histoire un peu. Puis je voudrais vous remercier d'en avoir parlé aussi. J'étais une très jeune maman, j'avais... Ben moi, comme on a dit, ben j'ai 17 ans. Je vais à l'école. Je fais plein de projets. J'ai la vie d'un gars de mon âge. Puis je peux mordre dans la vie. C'est justement grâce au fait que je reçois des transfusions de gamma-globuline à chaque 3 semaines. Mais avant d'avoir un signe de l'immunodéficience, moi j'ai été diagnostiquée à l'âge de 3 mois du syndrome de Treacher-Collins. Ben, le syndrome de Treacher-Collins, c'est pas quelque chose qui est compliqué à expliquer. Ça paraît juste en voyant mes oreilles, en voyant un peu les traits de mon visage. C'est des malformations. Je pense que ça a déjà été le premier coup dur quand je suis arrivée au monde, ça a été d'apprendre le syndrome. Puis, faut que je dise, l'immunodéficience n'a pas du tout rapport avec le syndrome. J'ai été diagnostiquée immunodéficient à l'âge de 5 ans, en 2001. Mais même bien avant ça, 1 an avant, pendant tout mon début, le début de ma vie, les premières années, bébé, j'ai été hospitalisée à plusieurs reprises pour plusieurs infections. Je pense que toutes les infections des voies respiratoires, des oreilles qui peuvent exister, ben, je les ai eues. Ma mère, elle a passé plus de temps à l'hôpital que chez elle. Le CHUL est devenu, en quelque sorte, ma deuxième maison. C'est un hôpital que je connais pas mal toutes les places, tous les raccoins. Ça arrive plusieurs fois que je suis dans une ligne en clinique externe, puis il y a une infirmière qui arrive et qui me dit « Hey, toi, là, quand tu étais bébé, je t'ai bercé. » C'est un petit peu traumatisant quand j'étais petit, mais là, aujourd'hui, je trouve ça pas mal drôle. Donc, avant d'être diagnostiqué, ben, les médecins ne savent pas trop, les pédiatres, les spécialistes qui me suivent à l'hôpital Sainte-Justine, au CHUL, ne savent pas trop qu'est-ce qui se passe, pourquoi je tombe malade tout le temps, pourquoi je suis tout le temps rendue à l'hôpital pour toutes sortes de raisons.
Puis c'est finalement les immunologues qui décident de prendre des tests puis qui disent bon ben Jérémy, il y a peut-être un petit problème. Fait qu'ils envoient mes tests en Californie. Dans ce temps-là, on ne pouvait pas faire analyser ça au Québec, donc ils envoient ça aux États-Unis. Puis c'est juste 1 an plus tard que le verdict tombe, puis on dit à ma mère, ben votre fils, il a un problème de déficit immunitaire, puis il n'est pas capable de se défendre comme il faut contre les maladies. Ma mère, c'est sûr que de même, ça paraît, tu sais, moi je dis ça, il n'y a aucun problème, là, c'est facile. Mais ma mère, elle, les premières années, elle s'était fait dire par les médecins, ben Jérémy, il manque un os ici, les yeux sont pas à bonne place, les oreilles sont pas développées, il est sourd, il pourra jamais parler, il pourra jamais faire rien de sa vie parce que il est trop différent. Elle se faisait quasiment dire qu'il n'y avait aucun espoir. Puis ben ça a été le déficit immunitaire quand j'ai eu 4-5 ans, quand ça a été annoncé, ça a été un petit peu la cerise sur le sundae de toutes ces affaires-là. Puis ma mère a pas su trop, je pense, elle a su comment réagir comme à toutes les autres fois, mais moi je pense que c'est là que j'ai commencé à trouver ça dur. Pas parce que je comprenais, en fait parce que je comprenais pas ce qui se passait. Moi les rendez-vous pour les médecins c'était devenu normal, mais quand j'ai eu ma première transfusion, je comprenais pas ça. J'avais 4 ans, puis me faire piquer aussi souvent. C'est sûr, je n'avais eu déjà beaucoup des piqûres, mais là, de me faire piquer aussi régulièrement, puis d'être scotché quasiment à une chaise longue pour recevoir ça, ben ça me faisait de la peine. Tu sais, je savais que mes amis à l'école, eux autres, ils pouvaient aller jouer dans le cours de récréation à la garderie, mais moi, j'étais à l'hôpital, puis je pouvais rien faire. Alors, bon, les premières transfusions, j'étais très difficile à piquer. J'avais des toutes petites veines. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Mes infirmières sont dans le fond là-bas, puis ils ont plus de difficultés là, tant que ça. Mais quand même, ça a été compliqué. Puis moi, je dirais que psychologiquement, petit, j'ai eu de la misère. Je pense, je vais toujours me souvenir de, tu sais, j'ai toujours eu une belle approche, ma mère, les infirmières, les médecins. Mais ça a été la partie que j'ai le moins acceptée parce que ça brisait un petit peu mon mode de vie. Je recevais 300, pas 300, là j'en reçois 300 millilitres par injection, mais dans le temps j'en recevais sûrement moins parce que j'étais beaucoup moins gros. Mais j'ai pas eu d'effets secondaires. En fait, oui, j'en ai eu beaucoup, des effets secondaires. J'étais très, très, très excitée après. Je sautais sur les divans, je sacrais la maison à l'envers, je sautais partout, je riais. Toute ma mère faisait parler, elle mettait un chapeau, je partais à rire. C'était un petit peu fatigant. Ma mère, elle a consulté beaucoup les médecins pour demander c'était quoi qui se passait. Puis elle s'est dit, ben c'est sûr que de recevoir autant de recevoir des gamma-globulines d'autant de donneurs, ben ça doit sûrement exciter votre garçon. Fait que ça a été pas mal ça, les effets secondaires. C'était pour beaucoup d'excitation. Aujourd'hui, ben ça fait partie de la vie. Je me déplace, je m'en vais de l'école le matin, vers un peu avant dîner. Je pars, je m'en vais dîner. Je m'en vais dîner à Place Laurier ou Chule. Puis après ça, je viens me faire piquer, je reçois mes transfusions, puis ça fait pas mal partie de la vie normale. C'est pas tout le monde qui le sent. Quand je dis aux gens, ben oui, je vais toutes les 3 semaines, je m'en vais à l'hôpital. Les gens me demandent, ben ta santé, ça va bien? Oui, ça va très bien. Tu vas plus à l'hôpital? Oui, je vais toutes les 3 semaines. Ben voyons, non, mais je ne vais pas à l'urgence, je vais pas. Ben, justement, le fait que je vais à l'hôpital pour recevoir des transfusions, ça m'évite d'aller plusieurs fois à l'urgence pour toutes sortes d'affaires. Des sinusites, des otites qui virent en toutes sortes qui virent très graves. Mais je dirais qu'après ça, les derniers temps, ça a été surtout compliqué de tout coordonner. Les transfusions avec les voyages. J'ai réussi à me trouver quelque chose à faire. Petit, je savais pas vraiment parler. J'avais de la misère à parler, j'avais de la misère à manger même. J'ai eu beaucoup de
J'ai eu beaucoup de suivi en orthophonie parce qu'à cause de mon syndrome qui faisait que j'avais une fente palatine. Donc, quand je mange, c'est très compliqué. Moi, aujourd'hui, je trouve ça compliqué, mais j'ai eu 3 orthophonistes pendant des années qui m'ont suivi. J'ai eu beaucoup de suivi par rapport à mon syndrome, mais moi, j'ai dit à ma mère à 4-5 ans, j'ai dit même, j'ai dit, mais avec le peu de langage que j'avais, moi, j'entendais la musique, puis moi, je veux chanter, je veux faire de la musique. Ma mère était un petit peu découragée parce que déjà que j'attirais beaucoup l'attention avec ma différence physique, ben je l'attirais encore plus à faire parler aux gens dans les salles d'attente, à aller tirer sur les vêtements des gens, aller rapporter des revues aux gens dans les salles d'attente, parler très fort. Tu sais, ma mère était un petit peu découragée de ça. Et moi, j'ai dit, maman, je veux chanter. Maman, je veux faire de la musique. Puis, ben, comme vous voyez, ben là, dans les images, à cause de que j'ai dit ça à ma mère, ben, un jour, ça donne que je peux aller rencontrer Céline Dion à Las Vegas. Je peux chanter au Canadien de Montréal. Je peux aller chanter pour le pape à Rome. Je peux me déplacer. J'ai été patient ambassadeur des hôpitaux Shriners pour enfants. À travers l'Amérique du Nord, j'ai fait une couple de places partout aux États-Unis, aller chanter, aller raconter mon histoire. Puis, ben, aujourd'hui, ben, si je suis capable de faire tout ça, d'avoir plein de projets, d'être quasiment 23 heures sur 24 à courir pour toutes sortes de projets dans ma vie, à être impliquée à l'école, dans ma carrière. C'est surtout grâce au fait que j'ai des transfusions parce que si j'avais pas ça, j'aurais pas l'énergie de faire ça, puis peut-être que j'aurais pas l'énergie de venir. Je serais pas capable d'en parler devant les gens. Aujourd'hui, je suis capable de faire plein de choses, puis c'est en partie grâce à ça. Je l'ai accepté. J'ai été très bien soutenue par toute l'équipe d'immunologie du CHUL, par mes parents, par tout mon entourage qui l'ont vu. Puis aujourd'hui, ben, ça fait partie de la vie. Ça fait partie, comme les chirurgies que j'ai eu 22 chirurgies dans ma vie, autant pour mon syndrome. Je pense qu'aujourd'hui, l'hôpital, c'est ma deuxième maison. J'ai une très belle collection de gardes d'hôpital, en passant. Du Royal Victoria à Montréal, à l'hôpital de Chicoutimi, l'hôpital de la Malbaie, le CHUL. Bon, j'en ai plein, j'aimerais beaucoup ça, mais je les ai pas mis partout dans mon portefeuille parce qu'ils commencent à être un petit peu lourds. Alors, c'est ça. C'est pas mal... j'ai pas mal vécu avec ça toute ma vie, puis... À ce qu'on m'a dit, l'équipe d'immunologie du CHUL m'ont dit que peut-être qu'un jour, j'aurais plus besoin d'avoir des transfusions parce que ça va de mieux en mieux. Je suis capable de me défendre beaucoup mieux. Pas beaucoup d'hospitalisation. J'en ai eu énormément jeune. Il est arrivé toutes sortes d'affaires. Le plus dur, je pense que c'était pas les hospitalisations, c'était surtout de jumeler les hospitalisations avec ma carrière. Des fois, il fallait que je m'en aille à Paris. Je m'en allais pas voir n'importe qui, je m'en allais à l'émission de Michel Drucker à Vivement Dimanche avec Céline Dion. Puis juste 3 jours avant, je dis « Hey maman, j'ai mal à l'oreille ». Puis là, ben, ma mère regarde mon oreille, elle dit « Mais mon Dieu, elle dit, c'est quoi que t'as là? » Elle dit « Ton oreille a fait 5 fois le volume. » Et là, elle me dit « Ben voyons. » Et là, elle appelle ma pédiatre. Elle dit « Non. » Elle dit « Venez-vous-en tout de suite. » Elle dit « C'est pressant. » Je m'en vais à l'hôpital et là, on me dit le speech que « Ben là, Jérémy, t'as un gros abcès derrière l'oreille. Faut qu'on t'enlève ça. Je sais que demain, tu t'en allais à Paris, mais tu iras pas, hein, parce que là, moi j'avais 10, 11 ans, là, j'ai dit non. Je me suis mis à pleurer. J'ai dit non, il faut que je m'en aille à Paris, c'est trop important. J'ai dit on va s'organiser qu'il y ait une chirurgie. J'ai dit ça à ma mère, là, ma mère a dit la même affaire. Oui, on va s'organiser qu'il y ait une chirurgie avant qu'on s'en aille à Paris. Ma mère appelle 3-4 fois à Air Canada pour dire qu'il faut mettre le vol au lendemain. Elle a réussi finalement à mettre le vol au lendemain. Mon agent est déjà à Paris. Il arrive depuis 2 jours, puis là, il poirote là-bas, puis il dit, ouais, c'est parce que, puis là, les gens disent, mais qu'est-ce que tu as fait de Jérémy? Il est où? Il faut qu'il soit là, il y a des entrevues, il faut qu'il parle. Là, il dit, Jérémy, présentement, il est hospitalisé à Québec.
Il peut pas faire grand-chose parce que là, il y a un abcès, son oreille est grosse de même, elle dépasse toute sa tête. Puis là, il devrait arriver le jour tu sais, il devrait arriver. Fait que finalement, après toute la folie de tout ça, j'ai réussi à me faire opérer d'urgence pour me faire enlever l'abcès. Puis là, le lendemain matin, on attend le résident qui doit nous dire, Jérémy, tu vas peut-être aller à Paris, peut-être que tu n'iras pas. On attend jusqu'à 11h. L'émission était le lendemain. Et là, le résident arrive dans la chambre et dit, Jérémy, il dit, la chirurgie a bien été, on a fait ça en vitesse. Parce que, écoutez, j'ai eu un très bon support de l'équipe des pédiatres, les infirmières du CHUL qui m'ont beaucoup supporté là-dedans, puis qu'aujourd'hui, le jour de l'événement, j'ai pu me rendre. J'avais un très gros pansement. Là, juste avant de rentrer en studio, on l'a enlevé, on a mis un plaster, puis ça paraissait pas. Mais je m'étais fait opérer la veille, une grosse incision, puis on avait enlevé quasiment une grosse boule d'abcès. L'immunodéficience, ça fait des affaires de même, ça fait beaucoup de stress, mais aujourd'hui, ça peut être contrôlé, puis je remercie les gens qui se sont occupés de moi, autant au CHUL, autant ma famille, autant les immunologues que je connais toutes, Dr. Hébert, Dr. Gagnon, Dr. Lavoie, je les ai toutes vues, ils m'ont toutes parlé. Maintenant, aujourd'hui, ils me voient dans la salle et ils me disent, Jérémy, ça va bien? Oui, c'est quoi tu fais? Ah oui, ça va bien, bye. Plus besoin de rien, plus besoin de parler de toutes sortes de problèmes. Puis, je préfère ça comme ça. Moi, je les fais pas à la maison, mes transfusions, parce que, regardez-moi, là, essayez de trouver la peau pour faire ça. Moi, je l'ai pas. Fait que je me suis dit, c'est moins compliqué, on va faire ça à l'hôpital, puis ça va... je vais avoir un suivi au moins adéquat avec les médecins. Puis c'est ce que je suis aujourd'hui grâce à ça. Fait que j'ai vécu plein d'expériences, puis je suis reconnaissant envers la vie, reconnaissant envers tous les gens qui se sont occupés de moi. Puis merci aussi à l'association qui m'a demandé de faire un témoignage. Je suis très contente d'en avoir parlé, puis d'avoir pu vous dire comment je l'ai vécu, parce qu'on le vit tous d'une façon différente. Puis aujourd'hui, je suis contente de prouver que c'est facile, puis que même que c'est très normal de vivre avec ça dans la vie de tous les jours, qu'on peut faire n'importe quoi, puis qu'on a toutes les opportunités devant nous, même avec les pires situations. Des fois, ça paraît pire, mais finalement, quand on regarde comme il faut, puis qu'on a les gens alentour de nous qui nous soutiennent, on peut faire n'importe quoi. Fait que merci beaucoup. Jérémy, oui? Excuse-moi. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton expérience de la visite du pape que tu t'es rencontré? Ah, oui. La visite du pape, on l'a vu. Moi, je l'ai vécu vraiment en plein dedans parce que c'est moi qui ai demandé d'aller voir le pape. Mais après ça, je l'ai vu des médias, puis j'ai vu que ça avait été pas mal médiatisé comme événement. Je ne m'attendais pas à ça au début. Mais je me suis dit, c'est le fun, comme ça fait parler de moi. Fait que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup attirer l'attention. Des fois, ça peut paraître comme un défaut, mais moi, j'aime ça l'attirer parce que je sais que ça donne de quoi. Mais chanter pour le pape, ça donnait de quoi parce que j'ai pu montrer au monde entier que c'est pas parce que tu es sourd que tu peux pas chanter avec la bonne note. Alors, le pape, ça a été une expérience très spéciale. J'ai été très stressée. Je pense que les fois, ça a été difficile de s'organiser avec les gens. D'habitude, on sait, en premier lieu, on a contacté le diocèse de Québec. On a demandé au cardinal Ouellette, Monseigneur Ouellette, est-ce que c'est possible? On lui a écrit une lettre, est-ce que c'est possible d'aller rencontrer le pape? Je ne sais pas de quelle façon, mais mon fils, ma mère disait, mon fils a vécu plein d'expériences à l'hôpital, puis il aimerait beaucoup ça,
Nous autres, on est une famille très croyante. Hein? Je viens d'une famille... en fait, on vient d'une famille croyante, mais qui n'était pas très pratiquante. En fait, mes grands-parents, l'Église, ça les intéressait pas beaucoup. Puis ben moi, c'est moi quand il est arrivé, ben moi, je connaissais pas ça, mais j'ai dit, moi, je veux dire merci au bon Dieu. Je vais dire merci, je voyais ça comme ça, je vais dire merci d'avoir passé au travers de tellement d'affaires, au travers de tellement d'épreuves. Moi, je vais aller, comme je peux pas lui dire merci de même, tu sais, je peux lui dire merci en prière, tu sais, je peux dire merci, là, ça fait 4 fois de suite que je dis merci. Mais je voulais aller voir le pape, parce que pour moi, le pape, ça, je disais autant au pape devant Dieu, puis devant toute la planète, merci. Je le disais surtout à moi, j'étais fière de moi. Fait que, en allant à Rome, ça a été très stressant, voir le pape de même. On pense que c'est une personne qui est très imposante, qui se prend vraiment pour le bon Dieu. Non, pas du tout. C'est pas ça, non. J'ai eu la chance de chanter. J'ai chanté une chanson qui s'appelle « Je louerai l'Éternel ». J'avais pratiqué des centaines et des centaines de fois. Mais la pire fois que je l'ai fait, c'était à Rome, devant le pape. J'ai faussé 10 fois. Donc, les gens qui disent « Jérémie, fausse », oui, c'est vrai, j'ai faussé devant le pape pas une dizaine de fois parce que mon cœur, il choquait, puis j'avais juste 8 ans, puis je savais pas trop en même temps qu'est-ce que je faisais. J'avais toujours su où est-ce que je m'en allais, qui est-ce que j'allais rencontrer. Mais quand que je suis arrivée devant le pape, devant le monsieur avec sa petite robe blanche puis ses chaussures rouges, je me suis dit, devant qui que je chante, là? Tout à coup, j'avais perdu toute la notion de ce qui se passait. Puis là, j'ai eu la chance de chanter. Bon, pour moi, c'était pas très beau, mais le pape, il m'a quand même dit, « Ah, tu chantes très, très bien. » Moi, j'ai fait, « Ah, bon, OK, merci. » C'est bien le fun. Oui, c'est ça, vous l'avez dit, mais bon. Et là, on se serre la main, on a la chance de se tourner de bord puis de prendre une photo. Bon, il y a plein de journalistes qui disent, « On veut une photo. » Puis là, ma mère, elle décide de prendre une photo, puis elle prend le pape de même. Et là, le pape est là, c'est le fun. Fait que là, il se met en photo, puis on est dans la photo, puis c'est ça, il y a une photo. Alors, ça a fini de même. On est sortis, puis on a fait une conférence de presse, une autre conférence de presse, une troisième conférence de presse, des médias qui nous parlent de toutes les langues, partout en Europe, qui nous disent, il y a puis surtout des médias français, qui ont une petite voix, qui veulent savoir absolument tout, là, puis qui veulent qu'on raconte dans les moindres détails ce qui s'est passé. Le pape a bougé la main comme ça, et là, après ça, il l'a remis là. Bon, alors, c'était très important de savoir ça. Et les Québécois nous ont beaucoup accueillis. On est arrivé à l'aéroport de Québec et on s'est fait dire, Jérémie, de chanter devant le pape, ça t'a fait quoi? J'ai chanté, puis j'étais stressée, puis ça finit là, puis après ça, on est sortis de la basilique. C'est ça qui s'est passé, puis aujourd'hui, je suis fière de l'avoir fait. Je suis fière d'avoir pu montrer au monde qu'on est capable de se rendre au pape, qu'on est capable de faire n'importe quoi, qu'on est capable... Moi, je suis partie à... Comme d'autres patients ici qui ont vécu, on est parti à moins 15, mais on est capable, même si on part dans les négatifs, on est capable de se rendre très haut dans les positifs. Puis je suis contente de pouvoir le dire aujourd'hui, puis je suis contente de pouvoir en parler. Puis je suis contente de pouvoir, surtout devant des gens qui partagent la même chose, de dire que tout est possible, de dire que même quand on a les pires affaires, quand on y croit, puis quand on sait qu'est-ce qu'on fait, puis quand on sait qu'est-ce qu'on veut, puis quand on a la foi, puis là je ne parle pas nécessairement d'une foi religieuse ou d'une foi en Dieu, mais je parle quand on a la foi en nous, une foi en la vie, il n'y a rien d'impossible. L'impossible, c'est le genre humain qui l'a inventé. Fait que dites-vous, vous avez des objectifs, vous êtes capable de les faire, vous êtes capable de les atteindre. Le pape, ça semblait bien impossible au début, mais aujourd'hui, je l'ai fait, puis ça fait des années, puis les gens me reconnaissent encore, puis les gens me disent, Jérémie, tu as très bien chanté devant le pape, puis c'était extraordinaire. Tu as chanté devant quel pape, donc? Ah, c'était-tu Jean 23? Non, j'ai dit, moi, c'était Pie XII. Et là, je savais que c'était avant Jean-Paul II. C'était Benoît XVI, je vous le confirme, c'était Benoît XVI et non le pape avant, ni le pape après Jean-Paul. Oui, c'était le pape après Jean-Paul II, mais en tout cas, il y a tellement eu des papes qu'on ne sait plus trop c'est lequel qu'on a à faire.
Alors, c'est ça qui s'est passé. C'était ça l'histoire du pape. OK.